François Fillon est arrivé avec 15 points d'avance au plan national et même jusqu'à 23 points dans le Loiret en tête de la primaire dimanche dernier. C'est quand même une grosse surprise. Est-ce que les électeurs ont voulu vraiment punir Nicolas Sarkozy, défendre François Fillon, le collaborateur, ou donner une leçon aux médias et aux journalistes, en l'occurrence Florent Motillot? Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Je pense que la première surprise, d'abord, c'est quand même l'élimination de Nicolas Sarkozy. Et que celle-là correspond à ce qu'on ressentait sur le terrain et ce qu'on entendait, y compris depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en fait, le match retour Hollande-Sarkozy, personne n'en veut en France. Et que d'ailleurs la montée d'Alain Juppé, qui paraissait comme étant le plus crédible pour pouvoir en quelque sorte éliminer Nicolas Sarkozy, a effectivement permis cette poussée très forte. Et puis peu à peu, les choses se sont inversées. On l'a vu au cours des derniers jours. La montée de François Fillon a fait que certains qui voulaient tout autant éliminer Nicolas Sarkozy se sont dit, mais pour autant on se sent plus proche de François Fillon. Je pense que c'est l'explication de cette montée. Jean-Noël Cardoux. Oui, à vrai dire, c'est pas une surprise. La surprise, c'est l'ampleur de l'écart, mais c'est pas la surprise. Moi qui suis proche de François Fillon, depuis des mois, je l'entends dire, je serai au second tour. Je le suis depuis 4 ans. Il a traversé toute la France. Il était au contact de toute la population française dans toutes les régions. Il était sûr de son fait. Donc je pense qu'on ne l'écoutait pas, puisque les sondeurs et les médias nationaux avaient choisi le duo de tête, et petit à petit, eh bien, l'esprit des gens s'est adapté au discours de François Fillon. Je répète, la seule surprise, c'est l'écart, parce que je ne pensais pas qu'on serait à ce point-là. 4 millions de votants, c'est aussi une surprise? Oui, c'est une surprise, mais nous en avons tellement parlé. C'était la première fois que la droite républicaine organisait une primaire, ce qui était quand même assez exceptionnel. Et je pense, et c'est rassurant pour la démocratie française, que les électeurs ont voulu y participer. Frédéric Sabourin. Un mot quand même sur ce second tour qui se présente, on le dit, avec un raz-de-marée possible pour François Fillon. Finalement, ça sera peut-être plus serré que ça. C'est que c'est quand même un autre match, ce second tour. Alors moi, j'ai tendance à dire d'abord, premièrement, on l'a vu encore hier soir, on a quand même une grande chance dans le cadre de cette primaire, parce que je me souviens que, y compris à gauche, on nous expliquait que les deux candidats qui arriveraient en finale s'affronteraient de façon extrêmement virulente, violente et autres. Moi, j'ai assisté à l'intégralité du débat d'hier soir. J'ai constaté deux choses. D'abord, une très grande dignité dans le débat. Bien sûr qu'il était logique que de temps en temps, il puisse s'interpeller, mais très grande dignité dans le débat. Et surtout, on a deux hommes d'État, de grande stature. J'ai cette chance et ce privilège, avec Serge Gouard, d'avoir accueilli et Alain Juppé et François Fillon au cours de l'année dernière, François Fillon il y a 6 mois, pour parler des questions de prévention de délinquance, de politique de la ville et de réussite éducative. Et donc véritablement, je peux vous dire que ce sont deux fortes personnalités qui ont une véritable capacité d'écoute de la population. Oui, parce que Jean-Noël Cardoux, l'entre-deux tours, la campagne a été beaucoup plus virulente et polémique, à tel point que vous avez fait partie des 215 parlementaires qui ont signé une tribune cette semaine pour demander qu'on élève le débat. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas exagérer ce phénomène. On comprend parfaitement que, compte tenu de la posture qu'avaient prise les médias, les sondeurs, Alain Juppé est tombé de haut, et que la déception devait être immense dimanche soir. Et on comprend bien que sous l'effet de cette déception, il y a eu quelques réactions, et probablement propulsées par son entourage, qui ont été jugées un peu aller au-delà de ce qui était. Mais il s'est très vite repris. Il s'est très vite repris, et on l'a vu hier. Et je pense que les 215 parlementaires, il n'y avait aucune agressivité. Ils répondaient à un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, hier, le débat que j'ai eu avec le maire d'Olivet, Mathieu Chézinger, à ce sujet, a dit qu'il aurait signé cette tribune s'il avait été parlementaire. Christian ? Oui, non, encore pour revenir sur le débat d'hier soir, 57% des sondés ont trouvé que François Fillon était plus convaincant qu'Alain Juppé. C'est aussi votre opinion, Florent Motillot? Je crois, enfin moi, si j'avais dû être sondé moi-même, j'aurais dit, si vous me permettez, match nul. Très concrètement, ils ont été de toute façon tous les deux excellents. Ils ont été à la hauteur, je le dis, ils ont tous les deux, ils incarnent la fonction présidentielle. Vous savez, cette fonction présidentielle a été fortement abîmée, dégradée par François Hollande, et je dirais même que l'image de la France a été fortement abîmée ces dernières années, et l'un ou l'autre, de toute façon, président de la République, ils permettront de rehausser à la fois la fonction présidentielle, qui n'aurait jamais dû être abaissée, et de rehausser aussi l'image de la France dans le monde. C'est une évidence. Ce ton consensuel, c'était pour préparer dimanche soir, c'est-à-dire le ralliement de l'un à l'autre? Jean-Noël Cardoux? Il n'y a pas de ralliement. Je pense que le candidat qui sera désigné dimanche soir,
tout naturellement, l'ensemble des Républicains et de la droite républicaine et du centre le suivra. C'est tout à fait naturel. Alors, il faut continuer de parler. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué dans le débat d'hier, c'est la grande dignité des propos. Même au moment où il y a eu quelques précisions sur les attaques qui avaient été faites, je pense que le débat est clos, on passe à la suite, et on aura besoin de toutes les énergies et de tous les hommes d'État pour réformer la France dans les 5 ans qui viennent. Une primaire, ça laisse quand même des cicatrices. Est-ce qu'on a découvert 2 droites représentées, l'une par François Fillon, une droite plus conservatrice, plus traditionnelle, et une droite plus moderne avec Alain Juppé? Est-ce que ces 2 droites vont cohabiter à l'avenir? Je ne sais pas si on peut dire plus conservatrice et plus moderne. À la vérité, je dirais que plus orléaniste, Alain Juppé, orléaniste et plus bonapartiste. François Fillon, il incarne quand même cette capacité de cette droite bonapartiste historique, à la fois De Gaulle, à la fois Sarkozy d'ailleurs lui-même, voilà, un chef. Bon, alors que plus centralisateur, beaucoup moins européen, alors qu'à l'inverse, Alain Juppé incarne une droite qui est effectivement plus orléaniste, c'est-à-dire à la fois plus girondine, donc qui est incarnée effectivement par tout à fait par la capacité de travailler sur les régions, sur les territoires, et puis également plus européenne. Donc, plus rassembleur, vous diriez? Et alors plus rassembleuse, oui, certainement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je soutiens Alain Juppé depuis le départ. C'est parce que, pour l'instant, dans le cas des primaires, on est sur un électorat qui est l'électorat de droite et du centre. La seule chose, c'est qu'après, il va falloir gagner les présidentielles. Et de ce point de vue-là, je pense à l'inverse que Alain Juppé a une capacité de rassemblement qui est supérieure. Mais pour le reste, je dirais que, comme Jean-Noël Cardoux, dimanche soir, de toute façon, nous rassemblerons obligatoirement. Florent Montillaud, vous venez de dire que Alain Juppé est plus rassembleur. Monsieur Cardoux, est-ce que, en revanche, François Fillon est un meilleur rempart contre le Front National? Je le pense, mais je reviens sur le rassemblement. Cette dualité des 2 droites, comme vous le soulignez, existe depuis le début. À l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, c'est lui qui a créé l'UDF à l'époque. Ensuite, Nicolas Sarkozy a essayé de fédérer l'ensemble du RPR à l'époque, ensuite de l'UMP et du centre. Donc on a toujours connu cette chose-là. Et ce que j'observe actuellement, c'est que une partie du centre suit François Fillon, pas si loin de chez nous, Maurice Leroy, Alain Sauvadet, Hervé Morin, et d'un autre côté, une partie du centre suit Alain Juppé. Bon, tout ça se raccrochera, et je pense que l'un et l'autre sont rassembleurs, mais effectivement, du fait de son programme très bonapartiste, mais aussi plein de rigueur et plein de volonté, François Fillon a beaucoup plus de chances de mordre sur l'électorat extrême et sur le Front National. Je reviens sur ce que je disais, ça révèle des fractures, ne serait-ce qu'au sein de l'UDI, où effectivement il y a des gens comme Hervé Morin qui sont favorables à François Fillon et d'autres... Pas plus, cher Christian, pas plus au sein de l'UDI qu'au sein des Républicains, puisque au sein des Républicains, vous avez 2 locomotives qui s'appellent Alain Juppé et François Fillon, qui sont face à face. Non, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de cette façon-là. Moi, j'ai tendance par contre à penser à une chose, je dis bien pour l'après-primaire, et par rapport au présidentiel, parce que je souhaite ardemment que l'un ou l'autre, de toute façon, gagne cette élection présidentielle. C'est ça l'objectif. C'est pas de gagner la primaire, c'est de gagner la présidentielle pour la France et pour les Français. De ce point de vue-là, je dirais le tendon d'Achille de François Fillon, ça reste quand même Nicolas Sarkozy. On a beau dire, on a beau faire, et on le verra bien à la fois dans les propos du Front National d'un côté que de ceux de gauche, mais vous avez été le Premier ministre, à défaut d'être le collaborateur de Nicolas Sarkozy. Donc c'est de mon point de vue. D'ailleurs, vous savez, je suis très proche de Serge Grouard, tout le monde le sait. Depuis maintenant, bien avant Constance sur la bataille des primaires, on a évoqué cette question tous les deux. Je lui dis, tu sais Serge, François Fillon, il serait déjà, entre guillemets, président de la République aujourd'hui, s'il n'avait pas été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Bon, je garde cette idée en tête, même si François Fillon, s'il est qualifié, ce que je pense dimanche soir, sera un excellent président de la République pour la France. Alors on va regarder un peu dans le moteur des programmes qui sont proposés par chacun des candidats, Alain Juppé, François Fillon. Il y a un des thèmes qui a beaucoup fait parler dans la semaine et qui va certainement beaucoup faire parler après, c'est sur la suppression du nombre de fonctionnaires, faire des économies sur l'argent public, etc. On voit bien qu'il y a une sorte de peur anticipatoire, d'un côté comme de l'autre, 250 000 ou 500
500 000. Comment faire avaler cette potion? Comment vraiment... Est-ce que c'est vraiment possible d'abord? On a bien entendu hier soir François Fillon qui disait je ne veux pas qu'on dise d'avance que c'est impossible. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément mauvais de dire ça, ni d'un côté ni de l'autre. Mais quand même, il faut admettre qu'il va y avoir des résistances et des barrages, malgré le désir très fort d'un côté comme de l'autre de décloisonner le pays et de faciliter un peu les économies d'argent public. Alors peut-être Jean-Noël Cardou, ces 500 000 fonctionnaires en moins, ça paraît énorme? Non, moi ça me paraît absolument pas énorme, compte tenu du volume des fonctionnaires actuellement, c'est 8% des effectifs. Et j'ai déjà expliqué, connaissez-vous une entreprise privée confrontée à une cessation de paiement imminente qui ne serait pas capable de réduire ses effectifs privés de 8% en 5 ans? Mais ils n'ont pas dit dans quel secteur ni l'un ni l'autre. Non, parce qu'il faut faire des études préalables, redéployer, il y a des secteurs à privilégier, il y a des gisements de suppression de postes. Tous ces agences satellites de l'État qu'on a créés à foison depuis des années, il y a des gisements. Le secteur sanitaire des agences, c'est 25 000 emplois qui ne servent pas à grand-chose, sinon émettre des avis. Et je répète que dans la modernisation de la fonction publique, il faut utiliser tous les techniques nouvelles, les redéploiements de carrière, la police, il faut lui donner des voitures, il faut lui donner des moyens, il faut supprimer ces normes et ces travaux administratifs, et avec ça, et une augmentation du temps de travail des fonctionnaires, eh bien, nous parviendrons à supprimer ces 500 000 emplois publics en 5 ans, avec une ferme volonté de redistribuer les rôles. Florent Montillo. Cher Jean-Noël, c'est peut-être là que l'on peut avoir effectivement une différence. Tu n'es plus maire de Sully-sur-Loire, moi je suis encore maire adjoint d'Orléans. Et avec Serge Grouard, depuis maintenant 15 ans, nous nous efforçons tous les ans de faire des économies. Et on se rend compte, par exemple, sur la masse salariale, que nous faisons des économies en étant à 0%. On n'est pas à moins 8%, on est à 0%. Et d'ailleurs, pour être à moins 8%, au niveau global du budget, il faudrait qu'on soit à moins 16% sur la part salariale. Je dis simplement qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à 3 choses. Quand François Fillon parle de 500 000 postes de fonctionnaires non renouvelés, il parle des 3 catégories. La fonction d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière. Sur la fonction publique hospitalière, soyons très clairs, aujourd'hui, je vois pas bien dans la situation de crise dans laquelle se trouvent les hôpitaux, comment on pourrait réduire de façon substantielle. On puisse peut-être trouver ici quelques postes de secrétariat, très bien, mais ce serait une véritable catastrophe. Acte 2. En ce qui concerne la fonction publique d'État et territoriale, moi je le vois bien, hier j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que disait François Fillon, notamment lorsqu'on a parlé de la police. Il dit, écoutez, moi je ne propose pas la création de postes de 10 000 policiers pour une raison simple, c'est que je pense que les polices municipales, la mairie de Paris et d'autres collectivités peuvent créer 10 000 postes de policiers municipaux. Mais à ce moment-là, je voudrais comprendre. Comme il s'agit de diminuer et du côté de la police, de la fonction publique d'État et du côté de la fonction publique territoriale, si finalement il s'agit de vases communicants en disant « Moi, François Fillon, je vais réduire du côté de la fonction publique d'État, mais les collectivités territoriales vont augmenter le nombre de policiers », je ne vois pas du tout où est l'économie. Donc, vous trouvez qu'il y a une contradiction? Je pense qu'effectivement, y compris dans ce qu'il a dit hier soir, d'ailleurs ça n'a pas été relevé par Alain Juppé, il se trouve que j'ai peut-être un sens dialectique un peu plus prononcé, mais très concrètement, à titre personnel, quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit tout de suite, mais si moi-même je dois créer des postes de policiers municipaux à Orléans, je ne vois pas du tout où sera l'économie. On peut supprimer ou ne pas créer des postes de policiers nationaux, mais si j'en crée moi de mon côté, excusez-moi, pour le contribuable, il paiera d'un côté avec ses impôts locaux ce qu'il aurait payé avec ses impôts nationaux. Voilà. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a quand même effectivement, à mon avis, quelque chose qui n'est pas totalement réaliste. Voilà. Jean-Noël Cardou. Il n'a pas dit qu'il demandait aux collectivités de créer 10 000 emplois de policiers municipaux supplémentaires. Il est parti des effectifs de la fonction publique territoriale en matière de policiers en disant qu'il faut organiser une meilleure synergie entre la police d'État, la gendarmerie et les policiers municipaux, en leur donnant des attributions nouvelles. Vous savez que la police municipale, depuis des années, veut avoir une meilleure formation, veut être reconnue, veut être armée. Bon, ça c'est encore une grosse polémique. Ça, mais... vous êtes d'accord tous les deux? Bah, écoutez, connaissant un tout petit peu modestement le sujet de la question de sécurité, l'accès aux fichiers des véhicules volés, l'accès aux fichiers des personnes recherchées, toutes ces choses-là, nous les demandons, nous les réclamons depuis toujours, et aussi bien Alain Juppé que François Fillon le feront. Enfin, c'est une évidence, c'est une obligation, y compris, excusez-moi, parce que c'est très important et on l'oublie,
la participation et la contribution du secteur de la sécurité privée, dont je rappelle, pour bien connaître le sujet, qu'aujourd'hui, on est dans une phase de professionnalisation très très forte de la sécurité privée. Et en particulier, c'est aussi un des axes de François Fillon pour économiser sur les postes de police et de gendarmerie, c'est de supprimer ces fonctions pour lesquelles, reconnaissons-le, les policiers et les gendarmes qui le font s'ennuient, les gardes statiques, et essayer de confier au secteur privé la plupart des gardes statiques. Moi, je sais que quand je rentre au Sénat et que je vois tous ces militaires ou ces gendarmes qui sont devant nous, qui passent leur journée dans le froid à taper du pied, je pense qu'il y a une meilleure solution pour remettre ces gendarmes et ces policiers dans la rue plutôt que de Jean-Noël, tu as tout à fait raison, sauf que le fonctionnaire public qui est devant le Sénat ou l'Élysée, il sera remplacé de toute façon par un agent du secteur privé qu'il faudra quand même payer. Hein. Il ne faut pas se tromper. On avance, Christian Bidot. Alors, ok, pour le nombre des fonctionnaires, le temps de travail, François Fillon propose de les faire travailler 39 heures, payer 37. Et Alain Juppé dit c'est impossible. Qu'en pensez-vous, messieurs? Rien n'est impossible. François Fillon l'a parfaitement exprimé hier. Vous pensez que les syndicats vont admettre il va falloir négocier, mais en plus de ces 39 heures payées 37, il propose des reconstitutions de carrière meilleures, des progressions meilleures et surtout des dotations matérielles. Dotations matérielles, quand on augmente les salaires, c'est récurrent sur des années, alors que quand on fait des dotations matérielles, c'est un investissement sur lequel on peut avoir un retour assez rapide. Et c'est ça le coin. Alors, il l'a dit, il faut se mettre autour de la table. Il a pris l'exemple de Smart dans le privé, et je pense qu'on est dans ce pays très très complexé de comparer l'action en matière salariale, en matière de temps de travail, dans le public et dans le privé. Il faut gommer cette chose-là. Il n'y a aucune raison que cette inégalité de temps de travail et de rémunération entre Français existe. Je pense que sur ce sujet-là, autant moi je le dis très concrètement, les 500 000 fonctionnaires, j'y crois pas véritablement, c'est le point, on va dire le point essentiel d'ailleurs de différence, autant sur les horaires, de toute façon, dire travailler 39 heures, payer 39 heures, je ne pense pas que ça soit non plus... Non, mais je fais l'inverse. 39 heures, payer 39 heures, ça ne sera pas non plus jouable. Il faut quand même être très clair, parce que si on veut faire des économies, que ce soit François Fillon ou que ce soit Alain Juppé, de toute façon, on ne peut pas imaginer que l'on diminue ou qu'on ne remplace pas les fonctionnaires, qu'on augmente évidemment les horaires, mais sans faire la moindre économie. Ça n'est pas possible. De toute façon, la France est dans une situation telle qu'on est obligé d'en faire. Par contre, il y a quand même des choses sur lesquelles, à mon avis, là, et je pense qu'on aurait pu en parler un peu plus hier soir, il y a véritablement du grain à moudre, c'est deux choses. D'abord, c'est les fameux jours de carence. C'est absolument indispensable. Alain Juppé l'a d'ailleurs évoqué en indiquant que ça pouvait représenter une économie d'une équivalence de 25 000 fonctionnaires. Il y a une deuxième chose également, c'est quand même sur les retraites, le fait, sans parler d'un alignement, parce que vous comprenez, 25 ans dans le secteur, les 25 meilleures années dans le secteur privé, les 6 derniers mois dans le secteur public, voilà, passer de 6 mois à 25 ans, ça va devenir difficile en quelques années. Mais en revanche, on ne peut pas considérer et admettre qu'on soit dans un tel écart. L'équité, l'égalité, la fraternité veut qu'il y ait effectivement des rapprochements entre secteur privé et secteur public, c'est évident. Oui, moi je voudrais qu'on parle un peu d'éducation parce que chacun, Alain Juppé et François Fillon, veulent renouveler le contrat social, pour le dire en un grand mot. On veut tous que ça progresse et qu'on redémarre à nouveau frais, quelque chose de nouveau, de positif et avec une nouvelle génération. On n'a pas beaucoup entendu parler d'éducation et s'il y a bien des postes de fonctionnaires, alors est-ce qu'il faut qu'ils soient fonctionnaires ou pas, vous allez peut-être nous le dire, mais s'il y a bien un domaine où il faudrait mettre encore le paquet, François Hollande l'a déjà mis, mais peut-être il faut continuer, c'est dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'école, des collèges, des lycées, pour renouveler quelque chose avec une nouvelle génération, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. On n'a pas beaucoup entendu ça dans les débats. Je veux bien attaquer le premier, excusez-moi. Non, moi, surtout pas, parce que d'abord, je pense que du côté des questions des journalistes, il faut quand même le dire, ce n'était pas véritablement au cœur des questions centrales. Ouais, mais c'est dommage. Mais c'est regrettable. Je dois dire que sur ce point-là, François Fillon comme Alain Juppé ont exactement le même discours, c'est qu'on doit mettre le paquet sur l'école élémentaire, sur l'école primaire. Je rappelle alors là par contre sur quelque chose que je connais par cœur, c'est que là il y a de véritables économies à faire. Pourquoi ? Ça n'est pas une augmentation de 60 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale dont nous avons besoin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même. C'est d'avoir plutôt 60 à 100 000 enfants qui soient suivis individuellement dès que l'on constate une carence, une difficulté, et ça coûte 100 fois moins cher. Je rappelle en tant que président national de l'association des réseaux des clubs coup de pouce clés, club lecture et écriture pour les enfants de CP, qu'avec 100 000 enfants suivis,
on aurait à peu près une centaine de millions d'euros dépensés chaque année, alors que là, c'est les 60 000 postes d'enseignants, ça représente 3 à 4 milliards chaque année. Donc on voit bien l'énorme différence. Et c'est ça dont nous avons besoin. D'ailleurs, quand on compare avec la Finlande, on se rend compte que la grande différence, elle se fait sur l'élémentaire, sur le primaire, et notamment par un suivi individualisé des enfants qui ont des problèmes. C'est ça l'enjeu. Et là-dessus, je pense qu'Alain Juppé, comme François Fillon, sont tout à fait en phase. Nous sommes d'accord. Moi, ce que je constate simplement, c'est que depuis 30 ans, droite comme gauche, a considéré que le remède à la carence de l'éducation nationale, à la carence d'éducation, était de créer des postes, créer des postes. On a créé des postes sans arrêt et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30 ou 40% des élèves qui rentrent dans le secondaire sans savoir lire et écrire. C'est un échec patent, c'est un échec évident. Donc c'est là qu'il faut faire le ménage. Et parallèlement, et pas les chiffres en tête, mais il serait facile de les trouver, le nombre de fonctionnaires d'éducation nationale qui gravitent dans les agences, dans les commissions, dans les syndicats, et qui en fait n'enseignent pas, c'est faramineux. Et là, il y a un ménage considérable à faire. Moi, à l'époque, je participais au Conseil de l'éducation nationale quand j'étais conseiller général, mais on passait des journées à discuter du sexe des anges. Et ça, c'est multiplié par 10 ou par 20. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de gras et qu'il faut revenir au cœur du métier de l'éducation nationale, apprendre aux enfants à lire et à écrire. Alors, on voit que vous êtes à peu près d'accord sur 80% des propositions. Le désaccord, lui, il porte à peu près sur 20%. 80%, c'est suffisant pour se rassembler après les primaires? Oui, c'est suffisant. Vous savez, la différence, c'est le rythme, c'est la puissance des réformes. Nous sommes dans une situation en France où tout peut exploser. Je prendrai un seul exemple financier. Savez-vous que la dette de la CADES et de la COS, qui sont les organismes de recouvrement de la sécurité sociale, la CADES créée par Alain Juppé en 1984. Non, mais je vous explique, c'est 150 milliards d'euros de dette. 150 milliards d'euros de dette. Les taux d'intérêt sont à zéro actuellement. La CADES a 30% de ses emprunts en taux variables. Et si les taux d'intérêt, comme c'est parti aux États-Unis, augmentent, ça explose. Alors là, il faut des mesures radicales. C'est la volonté de François Fillon. Justement, à propos de la sécurité sociale, vous en parliez. François Fillon propose de ne rembourser que on va dire, les médicaments qui concernent les maladies de longue durée et laisser le reste aux mutuelles. Qu'est-ce que vous en pensez, Florent Montillo? Oui, je pense que quand même une mesure. Je pense que c'est un point de désaccord, effectivement. Bon, ça a été évoqué hier soir assez rapidement, alors que c'est quand même un point important. Oui. C'est vrai que pour pouvoir arriver à cette mesure, encore faut-il que 100% de la population effectivement puisse bénéficier d'un encadrement et d'un soutien de mutuelles. Alors j'ai bien entendu que François Fillon a expliqué que pour les personnes qui étaient en situation de pauvreté, il y aurait la couverture universelle, mais c'est effectivement un point sur lequel je pense qu'il faut quand même être très vigilant. Vous savez, moi j'ai entendu assez souvent, il faut renverser la table. Je ne voudrais pas qu'on renverse la France. Méfions-nous de ce point de vue-là. Vous n'êtes pas le seul à le dire, c'est François Bayrou aussi. 30 secondes de conclusion pour chacun, parce que malheureusement, l'horloge tourne. Jean-Noël Cardou? Simplement, je répète ce que je viens de dire. Nous n'avons plus les moyens d'attendre et nous n'avons plus les moyens de différer des réformes que personne n'a voulu faire depuis 30 ans. La démarche de François Fillon est tout à fait innovante parce qu'il a la volonté d'y parvenir et il veut rassembler un plus grand nombre de personnes devant ce programme. Ce ne sera pas facile, mais c'est la seule solution pour conserver notre rang à l'échelon international. Quoi qu'il arrive dimanche soir, et ça c'est ma conclusion, de toute façon, nous serons réunis et la famille ne s'est pas divisée. Et ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant dans le cas de ces primaires entre François Fillon et Alain Juppé. Donc nous nous retrouvons, c'est inévitable et c'est absolument indispensable, je le dis, pour l'intérêt de la France. La seule différence pour moi, c'est qu'effectivement, le programme d'Alain Juppé, dans le contexte actuel, y compris international, me semble à la fois plus réaliste. Et puis en même temps, sur le plan international, je pense que l'image de la France, notamment au niveau de l'Europe, sera plus facilement gérable avec Alain Juppé. Mais sinon, pour le reste, nous nous retrouverons dimanche soir sans aucune difficulté.